je m'adresse à ceux que j'ai envie d'appeler mes frères d'armes, hein, mes frères de combat, mes camarades, ceux que j'ai parfois envie d'appeler vous autres les survivants, ceux qui tenaient le choc dans cette période particulière. Ce que je vais exulter là, c'est pas vraiment un discours parce que on peut le qualifier de cri, un cri primal. Je me fais le modeste porte-voix de celui qui a intériorisé, comme beaucoup d'entre vous, la souffrance d'une civilisation à l'agonie, à vrai dire, hein. Donc c'est pas une analyse politique, c'est ce qu'il convient d'appeler un diagnostic vital, que je pose la gorge serrée, la rage au ventre, sur le grand corps malade de notre nation, de notre monde à nous, quoi, hein, qu'on est en train de perdre. Et ce discours, je l'ai préparé pour nous, pour que la clarté de l'horreur nous force enfin à ouvrir les yeux. J'ai espoir que ceux qui pourraient tomber sur ma parole et qui voudraient la transmettre à certains proches, jugeant que cela peut peut-être les éclairer, je me dis que ça peut être une insignifiante, infinitésimale contribution à leur éveil. Pourquoi? Parce que l'heure n'est plus au murmure dans les petits salons, quels qu'ils soient, mais qu'à vrai dire, je pense qu'il faut hurler sur la place publique, et je le dis sans théâtralité, même si évidemment employer ces mots c'est toujours très compliqué parce que on peut facilement me reprocher d'être théâtral. Pourtant, je parle bien d'un hurlement et vous allez voir que je le revendique et je le crois vital, ce cri, ce hurlement. Je pense par ailleurs que le temps des constats polis, mesurés, posés est mort et enterré. C'est terminé, les constats. Nous sommes éventuellement tout au plus passés à une autre forme de constat qu'on pourrait appeler l'autopsie, hein, de notre présent et l'ultimatum qui est posé pour notre avenir. Alors j'ai préparé ça en 10 points. J'ai envie de dire, j'ai failli écrire, quand je préparais mon discours, 10 points POINTS, ou 10 points avec un G à la fin, hein, 10 coups de poing en fait, 10 coups de poing dans la gueule du mensonge. Donc mon premier point, c'est celui qui traite de la mort de l'avenir et du grand viol psychique dont nous avons fait l'objet. Le premier symptôme, le plus intime, le plus profond, c'est cette boule dans la gorge que beaucoup d'entre nous ressentent. Ce poids sur la poitrine, hein, cette incapacité fondamentale devenue notre condition commune, eh bien, à nous projeter en confiance dans l'avenir. Faites d'ailleurs l'exercice maintenant sans tricher, hein. Fermez les yeux si vous voulez, concentrez-vous, essayez de voir les vôtres, de voir notre peuple dans 20 ans. 20 misérables petites années. Et que voyez-vous? Que voyez-vous? Un brouillard, un vide, un mur noir, l'avenir qui fut jadis, par exemple, la terre de la promesse, hein. Choisissez votre propre champ sémantique, hein. On peut dire aussi le moteur de l'ambition, le carburant des bâtisseurs, cet avenir magnifique qui faisait notre grandeur, de par notre capacité à le concevoir, est devenu un trou noir qui aspire toute espérance. Et ce dont je vous parle là, ça m'est particulièrement douloureux. Je ne peux pas le faire sans ressentir, et je sais que vous me comprenez, sans ressentir une sorte de déchirement. C'est évidemment pas pour autant une forme de dépression collective incapacitante. Non. Mais c'est peut-être plus grave. C'est une forme d'opération chirurgicale, une émasculation psychique qui a été orchestrée à grande échelle sur le collectif, pas sur nous tous, hein, mais globalement. On nous a méthodiquement sectionné le muscle de l'espérance. On nous a inoculé le poison du présentisme perpétuel, hein, cette espèce de dictature de l'instant qui nous interdit de semer, car nous ne croyons plus aux récoltes. Nous sommes devenus un peuple de locataires de nos propres vies, de spectateurs terrifiés du défilement des jours, sans plus aucune prise sur le temps long. Pourquoi construire une maison si elle doit être balayée, me direz-vous? Voilà, je vous pose la question. Pourquoi fonder une famille si c'est pour la jeter en pâture à un monde hostile et sans repère, hein? Et demandez-vous pourquoi les gens ne font plus d'enfants. Pourquoi transmettre un héritage si l'idée même de l'héritage est quasiment criminalisée moralement, hein? Cette paralysie n'est pas un hasard, chers amis, mes frères, mes semblables.
Elle est la conséquence directe et voulue de notre destruction, ou plus précisément de la destruction de notre socle. Parce qu'un homme, une femme, un homme avec un grand H, au sens de notre humanité, qui ne peut plus se projeter, c'est quoi? C'est un homme qui ne se battra plus. Un homme qui ne rêve plus son avenir est un peuple, est un homme déjà mort, et même chose pour un peuple. Un peuple qui ne rêve plus son avenir est déjà un peuple mort, qui attend simplement qu'on le pousse dans la fosse, dans le précipice pour en finir avec lui. Et donc je pèse mes mots, ils ont tué en nous la confiance. Pas la confiance dans les politiciens, parce que ça, bon, ça fait longtemps que c'est une blague des plus sinistres, hein. Ni même dans les institutions, c'est coquille vide, parce que là, c'est déjà mort. Non, non, ils ont tué une confiance que je place sur un plan plus métaphysique. Cette certitude intime et tranquille qu'après nous, quelque chose de nous subsistera. Vous me suivez? Que le fil ne sera pas rompu, que nos sacrifices auront un sens. Ils ont transformé notre psyché, globalement, hein, en terre stérile, aride. Et sur cette terre, qui est complètement foutue, plus rien ne pousse, sinon l'angoisse et la résignation. Et ça, c'est un premier crime. Le crime originel. Celui qui rend tous les autres possibles. Le viol de notre capacité à dire demain. Le deuxième point que je voulais amener, c'est celui de la guerre contre notre âme. Le grand effacement identitaire. Comment ont-ils réussi ce hold-up existentiel? En s'attaquant à la seule chose qui ancre un homme et un peuple dans le temps, son identité. L'identité n'est pas un concept à la mode. Ce n'est pas un choix dans un catalogue de ressentis qu'on va mettre dans un petit sondage de magazine féminin. L'identité, c'est notre colonne vertébrale spirituelle. C'est la somme de nos morts. C'est la mémoire de nos terres, le son de notre langue, la substance de nos légendes. La transcendance collective qui nous fait dire nous plutôt que je étroitement. Le nous plutôt que le quant à soi. C'est le socle sans lequel la confiance en l'avenir est une impossibilité physique et métaphysique. Sans racines, l'arbre ne peut espérer voir le printemps prochain. Et ce socle, il le pilonne comme des porcs, jour après jour, sans relâche, avec la fureur d'une armée d'invasion. Chaque pilier de notre être collectif est ciblé, sapé, dynamité. Notre histoire, ça devient un catalogue de crimes à expier. Nos héros, des salauds qu'il faut déboulonner. Notre héritage, une honte à dissoudre dans le grand bain acide et informe et tiédasse du vivre ensemble mondialisé. Ils nous rééduquent, ils nous déconstruisent, ils nous purgent de nous-mêmes, littéralement. Ils veulent faire de nous des pages blanches, des disques durs formatés, voire préformatés, des consommateurs interchangeables, sans passé, sans fierté, sans loyauté autre que celle due à la marque et au marché, et éventuellement à une petite idéologie complètement débilitante prise sur étagère. Une idéologie évidemment narcissique, centrée sur un espèce de nombrilisme dégradant. Cette guerre n'est pas menée avec des tanks, mais avec des chaires d'université, avec des plateaux de télévision, avec des manuels scolaires détournés et des productions Netflix, ne l'oubliez pas. Le venin de la repentance, c'est quoi? C'est l'arme chimique la plus efficace jamais inventée. Franchement, énorme changement de paradigme à l'échelle de toutes les civilisations et de l'histoire de tous les temps. On n'a jamais été aussi efficace. Cette arme chimique ne tue pas les corps, elle dissout les âmes. Elle nous fait douter de ce que nous sommes, elle nous fait haïr ce que nous fûmes, et elle nous fait craindre ce que nous pourrions être. Ils nous ont convaincus que notre seule rédemption résidait dans notre propre effacement, que la seule manière d'être un bon Français, un bon Européen, était tout simplement de cesser d'en être un. C'est une privation, c'est une dépossession, c'est le viol le plus intime et le plus total, le plus intégral. Car quand on vous a tout pris, votre maison, votre travail, votre argent, il vous reste encore ce que vous êtes. Mais quand on vous vole ce que vous êtes, il ne reste plus rien d'autre, croyez-moi, juste une coquille vide, un être de paille prêt à être emporté par tous les vents mauvais. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Des zombies dociles, domestiqués, coupables, au passage, et reconnaissants qu'on les ait absous, terrifiés à l'idée qu'on les accuse du pire des crimes modernes, celui d'avoir encore une identité. Le troisième coup de poing dans le ventre, je l'ai intitulé « Le grand spectacle de la diversion sociétale ».
Vous me connaissez, j'en parle beaucoup pour ceux qui me suivent. Pendant que ce pillage existentiel se déroule sous nos yeux, avec quoi occupe-t-il notre temps de cerveau disponible? Avec quoi détourne-t-il notre regard du cambriolage de notre âme? Avec le plus grand, le plus grotesque, le plus insultant des théâtres de guignol, le cirque sociétal permanent. Autrefois, nos ancêtres se déchiraient peut-être stupidement sur le sexe des anges. Question absurde, mais qui touchait au moins à une forme de désir, vous appelez ça aspiration, de transcendance. Nous, notre fabuleux débat national, notre angoisse médiatique du moment, c'est quoi? C'est de savoir si une drag queen a le droit de lire des contes de fées à nos enfants dans une bibliothèque publique. C'est de statuer sur la légitimité de la bite des travelots, pour citer le désespoir le plus lucide du texte de base. C'est de devoir supporter matin, midi et soir les complaintes et les procès en sorcellerie d'une tétrachie de minorités victimaires autoproclamées dont les caprices sont élevés au rang de grande cause nationale. C'est une manipulation d'une intelligence diabolique, les amis. Ça a l'air con comme ça, mais c'est d'une intelligence diabolique. Pendant qu'ils démantèlent notre industrie, qu'ils bradent notre souveraineté, qu'ils nous endettent sur 10 générations et qu'ils préparent évidemment notre remplacement, ils agitent devant nos yeux des chiffons rouges criards. Le pronom Yel, sur lequel nous allons devoir évidemment engager des débats stériles, l'écriture inclusive, le dead name, la racisation, un jargon de secte incompréhensible pour le commun des mortels, mais qui a pour but de créer un constant chaos sémantique et moral. Le but est double. D'abord, évidemment, nous diviser jusqu'à la fragmentation, pour ne pas dire l'atomisation. Monter les hommes contre les femmes, les hétéros contre les homos et vice-versa, les blancs contre les autres et vice-versa. Créer une myriade de chapelles et de tribus qui se détestent plus ou moins courtoisement, incapables de voir l'ennemi commun qui tire bien sûr les ficelles. Ensuite, nous épuiser. Nous épuiser, comment on fait ça? En nous noyant sous un flot de polémiques stériles et absurdes pour que notre colère et notre énergie se consument dans des combats de chiffonniers, bien sûr, loin, très loin des véritables enjeux de pouvoir. De pouvoir évidemment démocratique. En lien avec notre souveraineté, j'y reviendrai. C'est le principe de la sèche. Vous savez, cet animal qui lâche un nuage d'encre pour s'échapper. L'encre, c'est leur verbiage progressiste. Et pendant que nous suffoquons littéralement dedans, ils s'enfuient avec le trésor. Notre civilisation, notre mémoire. Ils ont fait du caprice, d'une infime minorité, une arme de distraction massive. Et malheur à celui qui ose dire que le roi est nu. Malheur à celui qui ose murmurer que face à l'effondrement, ces questions sont au mieux secondaires, au pire une insulte à l'intelligence et à la souffrance du peuple. Il est immédiatement marqué au fer rouge, facho, réac, transphobe, discours de haine, le piège se referme, vous êtes sommé de participer au spectacle, sinon vous êtes un monstre. Et la majorité silencieuse, là, c'est désemparé, se tait. Elle est complètement larguée, la majorité silencieuse. Elle n'entend que du bruit. Un bruit suivi, comme toujours, par une forme de silence embarrassé. Un silence, comme toujours, qui vaut consentement. Le quatrième point, le quatrième coup de poing que je voulais partager avec vous, je l'ai intitulé « L'armée de réserve de l'Empire et le piège de la fraternité manipulée ». Ouais, on va parler maintenant d'un sujet qui fâche, le tabou ultime. Là, je pense qu'on va me traiter de monstre et de facho. Ouais, j'ai nommé l'immigration. Et abordons ce tabou, non pas avec le regard niaiseux de l'humanitarisme de salon, ni avec celui évidemment réducteur du rejet primaire. Abordons-le avec le regard froid et stratégique de ceux qui l'organisent. Car les migrants, dans le grand plan de nos maîtres, présentent un avantage fantastique, un secret plutôt bien gardé jusqu'ici. Ils sont l'armée de réserve gratuite de l'Empire qui nous colonise. Comprenez bien la mécanique perverse. Ils ne sont pas l'ennemi, ils sont une arme pointée sur nous. Ils sont arsenalisés, comme on dit. Ils sont littéralement militarisés contre nous. Ils sont, tout comme nous, les victimes d'un système qui les déracine, qui les exploite et les manipule. On les arrache à leur terre, par la séduction. On les arrache eux aussi à leur histoire, eux aussi à leur identité. Tiens donc, encore elle, pour les jeter dans la précarité la plus totale et le déracinement
évidemment de nos banlieues plus ou moins lointaines, plus ou moins défavorisées. On crée ainsi une immense masse de frustration dont on peut imaginer à quel point elle est douloureuse, un prolétariat sans conscience de classe, un peuple de rechange potentiel d'ailleurs, dépossédé et vulnérable. Et ensuite, le coup de génie. Ah, le coup de génie, le voilà. Il suffit de leur dire que la cause de leur malheur, c'est pas le système mondialiste qui les a déracinés, qui les a séduits, qui les a encouragés à changer de vie et qui aujourd'hui les appauvrit. Non, non, la cause, c'est nous, le gueux patriote, le français de souche. Il suffit de leur chuchoter à l'oreille que nous sommes racistes, que nous ne les aimons pas, que nous ne voulons pas qu'ils soient ici et que nous voulons leur perte purement et simplement. Et on nous désigne alors à leur vindicte. On crée une ligne de front artificielle, une guerre civile de basse intensité entre deux classes de dépossédés. C'est génial, non ? Le moindre de nos murmures de protestation, la moindre affirmation de notre désir de rester nous-mêmes chez nous est immédiatement traduit et présenté comme une déclaration de guerre. Nous sommes les extrêmes. Le simple fait de vouloir préserver notre héritage devient une agression. Et cette accusation nourrit leur ressentiment, qui lui-même nourrit notre peur, qui à son tour est utilisé comme preuve de notre racisme, de notre bestialité. La boucle est bouclée. Le piège est parfait. Ils instrumentalisent la misère qu'ils ont eux-mêmes créée pour nous neutraliser. Vous vous rendez compte ? Et si vous réfléchissez, vous arriverez à la même conclusion que moi. Ils font s'affronter les avant-derniers contre les derniers, pour que le premier, au sommet de sa pyramide, puisse rire de notre aveuglement. Chaque acte de violence, chaque tension, chaque émeute n'est pas un échec du système, c'est la preuve de son succès. C'est la justification des prochaines étapes qu'il nous prépare. Croyez-moi, ils sont très compétents dans ce combat. Je passe au 5e coup de poing qu'il faut là aussi que quelqu'un vous mette dans le ventre pour ceux qui n'ont peut-être pas encore tout compris. Donc je continue, j'en ai 10 au total, je suis au 5e. Le 5e, c'est la cybernétique de la soumission. Ordo ab chaos, vous allez comprendre. Car voilà la clé de voûte de toute l'architecture. Ordo ab chaos. L'ordre par le chaos, nous dit cette maxime latine. C'est pas une théorie du complot. C'est le principe de gouvernance le plus vieux du monde, simplement mis à jour à l'ère numérique. Le chaos qu'il sème, insécurité, tensions ethniques, précarité, panique morale et patati et patata, c'est pas un bug. Comme diraient les entrepreneurs de la Silicon Valley, it's not a bug, it's a feature. C'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Chaque fait divers sordide, chaque voiture brûlée, chaque agression gratuite, chaque acte de terrorisme devient un argument de vente pour leur solution. À savoir, j'ai nommé, roulement de tambour, plus de contrôle, plus de surveillance, plus de restrictions de nos libertés. Ils nous vendent notre propre mise en laisse comme un acte de protection. Nous sommes censés les remercier de nous mettre en cage pour nous protéger, entre guillemets, protéger, de ceux que nous avons préalablement identifiés avec leur aide et leur champ sémantique comme étant les monstres. Mais ce sont les monstres qu'ils ont eux-mêmes créés ou importés. L'insécurité grandissante justifie la reconnaissance faciale, l'identité numérique, la surveillance de masse, le flicage de nos communications, et j'en passe. Ce qu'ils appellent la haine en ligne. Je cite entre guillemets, la haine en ligne. Ça devient un élément de jargon juridique. C'est-à-dire, évidemment, en sous-main et en creux, toute opinion qui dévie de la doxa peut être placée à l'intérieur de l'appellation contrôlée haine en ligne. Cette fameuse haine en ligne va justifier quoi ? Des lois liberticides qui confient à des plateformes étrangères le soin de décider ce que nous avons le droit de dire ou de penser. La menace extrémiste, c'est-à-dire nous bien sûr, justifie la mise sur écoute et la dissolution des mouvements qui leur déplaisent. Et qui opère cette immense machine de contrôle ? Qui récolte, analyse et exploite nos vies numériques, nos données, l'or noir du 21e siècle, comme il disait. Tout ça est siphonné par les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, des entités qui ne sont pas de simples entreprises. Non, non, non. Ce sont les plus grands corrupteurs de la planète, les plus grands espions de la planète, les plus grands captologues de la planète, des experts en capture de l'attention pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, et en ingénierie comportementale.
C'est-à-dire que ce sont des gens qui fabriquent des interfaces ergonomes pour nous inciter à nous comporter d'une certaine manière. Hein, on appelle ça l'ergonomie. Et ces métiers-là, eh bien, la planète entière ne les avait jamais connus. C'est totalement nouveau et c'est totalement redoutable. Ils travaillent main dans la main, comme l'a d'ailleurs révélé Snowden. Et comme tout esprit sensé le sait déjà, avec des agences au service d'un empire transnational, au premier rang desquels, évidemment, la NSA, et tant d'autres qui ont été dévoilés récemment après l'accession de Trump au pouvoir. Trump qu'on aime ou on n'aime pas, hein. Pas mal de révélations intéressantes ont été faites dès le début de son mandat. Alors qu'est-ce qu'on nourrit, nous, de notre côté? Eh bien la bête qui nous dévore. Comment on fait ça? Chaque clic, chaque like, chaque recherche, chaque conversation privée alimente un profil psychologique d'une précision terrifiante, utilisé pour nous manipuler, pour anticiper nos réactions et étouffer dans l'œuf toute velléité de révolte. Et oui, parce que c'est ça la puissance des algorithmes. Ils ont une dimension prédictive. C'est une boucle de rétroaction qu'on appelle cybernétique. Et c'est d'ailleurs la boucle de rétroaction parfaite. Hein. Le désordre qu'ils créent dans le monde réel justifie donc en retour le contrôle total qu'ils exercent dans le monde numérique. Vous me suivez? C'est une boucle de rétroaction parfaite. La caste orwellienne, dans sa prétendue vertu de blanche colombe, pointe du doigt le chaos qu'elle a elle-même attisé pour nous imposer le silence et l'effacement. C'est une forme de servitude volontaire 2.0. Alors, je continue. Je vous ai écrit 10 points, voici le 6e. Le 6e, c'est, pour ouvrir les yeux sur le monde d'aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler la tyrannie des médiocres et la décadence au sommet. Parce que qui préside à cette curée dont nous sommes les victimes? Qui sont les grands prêtres de cette religion de la mort? Ben, regardez-les. Regardez nos élites. Cette médiacratie de dépravés narcissiques, ce monde politique peuplé de fantômes fatigués, cet univers du spectacle qui n'est plus qu'une foire aux monstres de la médiocrité. Ils sont le visage grimaçant de notre propre chute. C'est ça le plus tragique. Ils sont la preuve vivante que le poisson pourrit toujours par la tête. Pardon de reprendre une expression si galvaudée, mais elle n'a jamais été aussi justifiée. Nous sommes gouvernés par des débiles légers, des êtres sans substance, sans culture, sans colonne vertébrale, dont on ne sait plus, comme le disait le cri originel, hein, s'ils préfèrent collectionner leur propre caca dans des boîtes, vous savez, comme l'homme qui était peint en bleu, ou se peindre justement en bleu, en se croyant à l'avant-garde de la création artistique progressiste, quoi. Ils sont les personnages décadents de la capitale de Hunger Games, pour ceux qui connaissent la référence cinématographique. Ils sont poudrés, perruqués, hein, on a deux doigts d'être dans cette caricature, déconnectés en tout cas du réel, s'esclaffant de leurs propres blagues, se transmettant des éléments de langage, sans le moindre relief, tout en envoyant les districts, hein, c'est-à-dire nous, à l'abattoir, dans une sorte de show de réalité TV constamment mis à jour. Et on peut dire que ce sont des dégénérés complètement incultes. Voilà ce qu'ils sont. Incapables de citer 3 rois de France, par exemple, mais intarissables sur les 57 genres reconnus par une obscure université californienne. Incapables de construire une phrase complexe, mais experts pour réciter les éléments de langage prémâchés par leurs officines. Ils ont remplacé la grandeur par le grotesque. Ils ont remplacé le courage par la posture, l'intelligence par la ruse, l'honneur par le calcul. Ils ne créent plus, ils commentent, ils ne bâtissent plus, ils déconstruisent, ils n'inspirent plus, ils souillent. Et face à ce marigot répugnant, face à cette fange, face à cette cour des miracles qui se pavane sur nos écrans et décide de nos vies, une seule question, un seul cri, un seul hurlement doit jaillir de notre poitrine. Un cri de désespoir et de rage. Un cri qui doit faire trembler les murs de leur palais. Ce cri, je l'ai déjà poussé, où sont les hommes? Où sont les géants? Où sont les visionnaires? Où sont les caractères trempés dans l'acier de l'adversité? Où sont les hommes? Où sont les De Gaulle, les Clémenceau, les Bonaparte? Appelez-les comme vous voulez. Peu importe l'idéologie. Où sont les poètes qui chantent la fureur de vivre? Où sont les architectes qui dessinaient des cathédrales? Où sont les chefs véritables qui menaient leur peuple vers la gloire et non pas vers le néant? Où sont les hommes? Pardonnez ce cri. Il n'a jamais été aussi justifié. Il ne reste que des ombres, des eunuques du pouvoir,
des gestionnaires de la décroissance, des comptables de notre malheur. Et tout ce système, toute cette boue est grassement stipendiée, entretenue, subventionnée pour nous déprimer jusqu'à l'os, pour nous faire croire que cette médiocrité, c'est une fatalité, qu'on ne peut rien contre, que ça s'appelle même le progressisme. Et pour achever la lobotomie des plus faibles, en leur présentant ces clowns tristes comme des modèles à suivre, ils continuent d'inoculer cette espèce de poison. Et ce poison, c'est malheureusement le symptôme de notre propre enfermement, de notre propre aliénation. Le 7e point que je voulais aborder pour avancer dans ce paysage, et pardonnez-moi parce que c'est encore un coup de poing un peu douloureux, c'est ce que j'appelle le visage du véritable colon. Le véritable empire colonisateur, c'est-à-dire l'empire américano-mondialiste. Là aussi, il faut qu'on en parle. Parce que ces marionnettes nationales, ces traîtres locaux, c'est juste des employés, c'est des salariés. C'est des gérants de succursales à tout casser, quoi. C'est des petits capots zélés dans le camp de concentration mentale qui est devenu notre pays. Derrière eux, il y a le véritable pouvoir, le véritable colon. Celui qui orchestre, qui finance, qui planifie, qui, vous l'aurez compris, organise la véritable colonisation culturelle mentale qui nous prive de toute souveraineté, de toute liberté, de toute dignité. C'est une forme de colonisation qu'on peut appeler la colonisation américano-mondialiste. Évidemment, il n'y a pas que les Américains là-dedans, vous l'aurez compris, mais je parle de l'origine. C'est une sorte d'empire sans empereur visible. Vous voyez, une sorte de léviathan technocratique qui est armé de bureaucratie transnationale, des espèces d'entités parées de tous les attributs de la vertu pour pouvoir imposer leur discours, et puis qui ont aussi des moyens financiers absolument colossaux. C'est là que l'Amérique a d'ailleurs joué un rôle particulièrement inquiétant. Et leur projet, c'est très simple. C'est de dissoudre toutes les nations pour pouvoir les dominer. Dissoudre toutes les cultures, toutes les identités, au profit d'un gouvernement mondial unique, d'un marché unifié et d'une population d'esclaves interchangeables et dociles. Ce sont eux qui financent les ONG, ces organismes transnationaux qui affrètent les bateaux de migrants, qui servent à déstabiliser nos frontières. Ce sont eux qui forment et préparent nos activistes d'opérette dans leurs fondations, leurs young leaders, leurs séminaires inspirants. Ce sont eux qui leur enseignent l'art de la subversion et de la guerre culturelle. Vous pouvez faire vos recherches. Leurs officines sont visibles en ligne. Ils ont des organismes de formation au progressisme, à la dissidence culturelle. Beaucoup de Français sont allés se former chez eux. Ce sont eux qui diffusent d'ailleurs via Hollywood, qui est devenu là aussi une arme de guerre psychique, avec les plateformes de streaming et les réseaux sociaux, les idéologies mortifères de la déconstruction qui polluent les enfants. Les idéologies telles que le wokisme dans ses versions extrêmes, de la théorie du genre. Et ils font ça comme on répandrait, vous savez, une sorte d'agent pathogène dans l'eau potable d'une ville assiégée. Ce sont eux qui tiennent en laisse par le dollar. On espère que ça va changer un jour, grâce aux BRICS notamment, mais bon, ça sera juste la guerre de deux empires, on risque d'être au milieu. Mais bon, pour le moment, on est encore victime de cette infusion par le dollar, par la dette, par les agences de notation, par le chantage économique permanent. Vous l'avez bien vu encore avec Trump, qui en défendant les intérêts de son empire, nous a fait valdinguer dans tous les sens avec les menaces à géométrie variable portant sur les droits de douane, complètement délirant, aucune stabilité. Cet empire a son bras armé administratif, sa préfecture kafkaïenne. Et vous savez ce que c'est, ce bras armé ? Les collabos, c'est Bruxelles. Cette chape de plomb inaccessible, jamais élue par personne, qui vomit des milliers de pages de normes et de régulations conçues pour détruire nos agriculteurs, nos artisans, nos industries et nous ligoter dans un carcan juridique inextricable. Bruxelles n'est pas l'Europe. Bruxelles, c'est le tombeau de l'Europe, le centre de démolition de notre civilisation, consolidé et appuyé par toutes les autres institutions supranationales, ONU, OMS, FMI, Banque mondiale, vous allez en nommer d'autres, qui ne sont que les différents ministères du futur gouvernement mondial, pour ceux qui l'ont compris. Voilà l'ennemi. Il n'est pas à Moscou, il n'est pas à Pékin. Bon, quoique, il faut se méfier de tout le monde. Mais en tout cas, il est actuellement à Washington, Wall Street, dans la Silicon Valley, dans les couloirs, bien sûr, des différentes commissions européennes. Et il a un nom, il s'appelle le mondialisme.
Renseignez-vous. Renseignez-vous, ne me faites pas confiance, faites vos recherches. Et son projet, c'est notre mort psychique. 8e coup de poing, ce que j'appelle la mise à mort programmée de toute résistance. Parce que, qu'est-ce qui se passe si par miracle, un homme ou une femme se lève, qu'une tête dépasse, si un mouvement citoyen crédible, lucide et déterminé tente de s'organiser autour d'un homme ou d'une femme pour nommer l'ennemi et le combattre? C'est pas comme s'il n'y en avait pas, hein, mais imaginez qu'il y en ait un qui progresse plus vite que les autres. La réponse du système sera immédiate, méthodique et impitoyable. Il existe un protocole. Oui, oui, un protocole. Une procédure standard de mise à mort. D'abord, l'humiliation. Les médias en meute se jetteront sur lui. On épluchera sa vie, on déformera ses propos, on le tournera en ridicule, on le fera passer pour un fou, un illuminé, un guignol, un gourou. On le présentera comme un être grotesque et instable. C'est la première vague, destinée à l'isoler, à le couper du peuple, à le rendre infréquentable. Ensuite, la diffamation. Si le ridicule ne suffit pas, on passe à la criminalisation. Les accusations se mettent à pleuvoir, toujours les mêmes, fachos, racistes, nazis, séditieux, complotistes, utopistes, démocrates, démagos, etc. Des mots valises, vidés de leur sens historique, mais qui fonctionnent évidemment comme des anathèmes. Hein. Et ils activent alors les entités dormantes, c'est-à-dire les associations, par exemple, les associations antiracistes, massivement financées par l'Empire, qui se mettront en action pour traîner évidemment les coupables en justice, les harceler, les noyer sous les procédures, hein, ce qu'on appelle des procédures bâillons, c'est pas pour rien. Le but, c'est pas de gagner des procès, le but, c'est de l'épuiser psychologiquement et financièrement. Puis vient la destruction finale, professionnelle et sociale. On fera pression, par exemple, hein, sur son employeur pour qu'il soit licencié. Si c'est un entrepreneur, on va lui balancer plein de contrôles fiscaux. On contactera sa banque pour que ses comptes soient clôturés. On le privera de tout moyen de subsistance. On le transformera en paria. De facto, il mettra sa famille en danger, car le système sait que c'est là que la pression est la plus forte. Enfin, on va l'achever. Parce que si malgré tout cela, il tient encore debout, hein, il reste que 2 options pour le système. Hein. La corruption, on va lui proposer un poste. Et croyez-moi, ça marche beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Parce que le misérable bipède humain est particulièrement fragile quand il s'agit de protéger sa famille. Donc on va lui proposer de l'argent, directement ou indirectement, une reconnaissance, pour qu'il trahisse sa propre cause. Je ne dis pas que tout le monde fait ça, je dis que certains vont craquer. Et pour que finalement ce dissident devienne une sorte de trophée qu'on va peut-être inviter dans un gouvernement, par exemple. La preuve que tout s'achète. Ou alors, si ça marche toujours pas, parce qu'il y a des gens intègres et incorruptibles, la solution finale, l'élimination. Alors, déguisé bien sûr, hein, suicide, accident, crise cardiaque. Les accidents sont particulièrement douteux ces dernières années. Voilà, l'histoire regorge de ces fins tragiques et opportunes. Pourquoi ? Parce qu'ils t'humilient, ils te diffament, ils te ruinent, ils t'isolent, ils te détruisent. Et si ça ne suffit pas, ils te tuent. Voilà le prix de la vérité dans un monde de mensonges. Voilà le chemin de croix qui attend ceux qui osent défier l'Empire. C'est pourquoi tant de gens choisissent de se taire. Il faut bien que vous compreniez ça. La peur est leur meilleure arme. Quand je dis peur, je parle de la peur panique. La peur panique, c'est quand on ne sait pas vraiment où est le danger, ni d'où il peut venir. Quand il est diffus, quand c'est une atmosphère. Savoir cela, évidemment, c'est pas une raison pour renoncer. C'est peut-être même, je le pense sincèrement, une raison de s'endurcir. Je sais que je noircis le tableau, mais c'est pour vous faire regarder en face les choses comme elles sont. C'est une raison de comprendre qu'on ne peut plus se battre seul, à vrai dire. Une raison de comprendre que la seule réponse, c'est la meute. Contre tous ces cinglés, à nous de devenir à notre tour une meute de loups unis, solidaires et prêts à tout. Je continue, il me reste 2 points. Restez avec moi. Mon point 9, avant d'arriver au 10e et dernier, c'est le double mur, celui de la censure et celui de la bêtise. Oui, parce que les deux se combinent bien ensemble. Avant même d'affronter les chiens de garde de l'Empire, il y a un premier obstacle, un double mur donc, immense, décourageant, qui se dresse devant quiconque tente de diffuser ce diagnostic. Le premier rempart, c'est évidemment la censure. Cette vidéo sera probablement très vite supprimée. La nouvelle censure est en tout cas plus vicieuse que l'ancienne. Elle n'interdit pas de parler. Elle vous rend inaudible. Si on ne supprime pas cette vidéo, ou comme celle-là ou une autre, vous serez ce qu'on appelle shadowban, c'est-à-dire qu'on vous déclasse, on vous enterre sous des montagnes d'algorithmes. Et vous pouvez crier la vérité dans le désert numérique, personne ne vous entendra. Vous devez constamment surveiller les mots que vous employez en tout cas, vous auto-censurer aussi pour pas que ne soient déclenchées les foudres de l'intelligence artificielle qui veille au bon grain, si vous voyez ce que je veux dire. Vous êtes libre donc de parler, mais seul l'écho vous répond, ce qui est un peu désespérant. Et si par miracle, vous parvenez à percer ce mur du silence,
vous vous heurtez au second rempart, ce fameux double mur, peut-être encore plus terrible que le premier, le mur de la bêtise humaine. La connerie crasse, abyssale, du crétinoïde moyen, lobotomisé par des décennies de propagande, c'est peut-être pas entièrement de sa faute d'ailleurs. Celui qui réfléchit en mode réflexe, s'il a plus envie de creuser les sujets. On l'a tellement rincé. Donc c'est celui qui, face à ce constat et à tous les constats implacables que vous pourriez faire, trouvera toujours le moyen de commenter en disant « Et toi, qu'est-ce que tu proposes, toi, hein ?» Comme si la première proposition n'était pas justement d'oser regarder la vérité en face. Celui qui vous insultera très rapidement de sale facho, ou de FDP, comme on reçoit ça souvent dans les commentaires, dans un grognement qui est digne des chiens de Pavlov, incapable d'articuler une pensée contraire, son cerveau étant tellement grillé par la télévision et réseaux sociaux, c'est celui-là. Et ça, c'est une épreuve d'une dureté sans nom pour ceux qui la vivent vraiment. Diffuser le diagnostic, c'est se condamner à un dialogue de sourds avec une masse hypnotisée qui défend les barreaux de sa propre cage. C'est essayer de réanimer un corps qui se débat pour ne pas revenir à la vie. Ils ne veulent pas savoir, dans leur vaste majorité. Ils s'accrochent à leur confort, à leurs petites illusions, à leurs matchs de foot, à leurs séries débiles, à leurs prochaines vacances au soleil. Ils refusent de voir, parce que voir, c'est comprendre. Et comprendre, vous savez ce que ça implique ? C'est le devoir d'agir. Et agir, c'est risquer de tout perdre. Alors ils préfèrent l'anesthésie. Ils préfèrent la douce chaleur de la servitude à la lumière froide et aveuglante de la liberté, qui passe par l'étape un peu douloureuse qu'on appelle la vérité. Ouvrir les yeux, vous savez. Ils sont les complices passifs de leur propre assassinat. Et leur crier la vérité au visage, c'est prendre le risque qu'ils vous lynchent pour avoir troublé leur sommeil. Alors, je termine sur mon dernier point, mon 10e point. Je vous avais promis une onde de choc en 10 points. Et ce n'est qu'une première vidéo parmi une série que j'ai préparée dans laquelle je ne serai pas, je vous le rassure tout de suite, que dans ces diagnostics douloureux, je voulais évacuer ce sujet dans ma première prise de parole pour ensuite parler solutions. Et vous verrez qu'il y a des solutions très concrètes. Mais je vais conclure en vous disant, ou plutôt en vous adressant un ultimatum. Et je suis désolé, je ne suis que le messager de ce que je pensais être une réalité fatalement incontournable. L'ultimatum, c'est le suivant. Se réveiller ou disparaître. Oui, le diagnostic, quand il est posé, sans concession, sans anesthésie préalable, ça permet d'identifier quoi ? Une tumeur dont les métastases sont partout. Je suis désolé de vous le dire. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, avec la gravité d'un médecin un peu malheureux d'être au chevet d'un mourant. Le pronostic vital est clairement engagé. On a même des gens au gouvernement, au sommet de la chaîne alimentaire, qui jusqu'ici refusaient d'employer cette expression et qui sont en train de l'utiliser quand ils vous annoncent un budget dans lequel vous allez évidemment vous faire enfler. Mais bon, je passe, tout ça n'est qu'anecdotique, c'est que le vent du petit monde parisien qu'on devra oublier très vite. Rien de ce qu'ils disent n'est totalement consistant. Il n'y a plus de temps donc pour les nuances, plus de place pour l'attentisme, plus d'excuses pour la lâcheté. L'heure n'est plus de savoir si la tempête arrive, parce que la tempête, elle est là. Elle est déjà en train de gronder. Nous sommes dedans. Et elle menace de tout emporter. L'histoire nous regarde. Nos ancêtres, depuis le fond des âges, nous observent. Nos enfants, pas encore nés ou déjà là, nous jugeront. Ils n'y manqueront pas. Serons-nous la génération de la fin ? Celle qui a laissé tomber ? La génération qui aura tout laissé filer, soit dit en passant. Celle qui aura regardé, passive, la lumière de sa propre civilisation s'éteindre pour de bon. Serons-nous les fossoyeurs de notre propre héritage ? Non. Non, 1000 fois non. Je sais pas vous, mais moi je réponds non en lettres majuscules, gras, caractères, gras, rouge, taille 24, taille 200. Je mets un non au milieu de la page. Parce qu'au fond de nous, sous les couches de cette peur atroce qui a été induite en nous, sous les couches de ces différentes formes de cynisme et de résignation ou d'endormissement, je pense qu'il y a une force qui sommeille en nous, une force antique. La force de ceux qui savent défendre leur terre, leur famille, leur mémoire. La fureur du sang et du sol. La puissance de ceux qui n'ont plus rien à perdre, car on leur a déjà tout pris. Vous êtes sur le point de le comprendre collectivement. En tout cas, une proportion significative de la population est en train de s'éveiller à cette réalité. Et oui, et cette force, il va falloir l'éveiller, quitte à ce que ça soit dans la douleur. Il va falloir peut-être bien au-delà de la réveiller, il va falloir la déchaîner. Il va falloir transformer notre angoisse en rage, notre rage en courage, et notre courage en action. Le temps presse. Chaque jour qui passe, l'étau se resserre. Chaque jour de silence est une victoire pour eux.
Chaque jour de passivité est un clou de plus sur notre cercueil. Alors je vous le demande, j'ai envie de le hurler, réveillez-vous, réveillez-vous, regardez autour de vous, unissez-vous, parlez, organisez-vous, recréez des liens réels, boycottez autant que vous le pouvez leur système, surtout médiatique, préparez-vous physiquement, mentalement, spirituellement. Devenez les guerriers de la lumière dont ce temps a besoin. L'heure des ténèbres est aussi l'heure des héros. Mettons de côté la glorification des victimes et acceptons de redevenir des héros. Nous n'avons plus le choix. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. Le dernier mot n'appartient qu'à ceux qui ont eu le courage de le prononcer. Notre heure est venue. L'heure de ce que je pense être notre éveil, c'est maintenant ou jamais. Merci de m'avoir écouté. Il faut travailler plus. Il faut que toute la nation travaille plus.